Aujourd'hui, dans un nouvel épisode du Décodeur de la communication, vous allez découvrir un des métiers les plus méconnus de l'événementiel et de la com grâce à Laurent Bellini, chef du protocole à la ville de Paris. Qu'est-ce que le protocole, me direz-vous ? Eh bien, c'est un ensemble de codes qui vont border une cérémonie ou un très très grand événement afin qu'il se passe au mieux. Et justement, à la ville de Paris, c'est Laurent qui est en charge de tout cela et qui dirige une équipe d'une 40aine de personnes. De par son métier, Laurent a l'habitude des politiques, mais aussi des grandes stars internationales. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, agence qui crée du contenu pour les marques. Sachez que j'ai pris un très très grand plaisir à interviewer Laurent. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Très très belle écoute. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Laurent. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Alors écoute, ça va très très bien puisque je suis à la mairie de Paris une deuxième fois. Merci de m'accueillir une nouvelle fois dans ton bureau, mais cette fois-ci dans le Décodeur de la com, parce qu'on va parler de ton métier qui est un des métiers les plus inconnus ou les plus méconnus de la communication. Étrange même. C'est assez étonnant, oui, mais comme tu le dis, car tu es chef du protocole. Mais Laurent, avant de te présenter, peux-tu nous dire ce que c'est qu'un chef du protocole, s'il te plaît, parce que nos auditrices et auditeurs vont apprendre des choses aujourd'hui. Alors le chef du protocole, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre un certain nombre d'événements dits protocolaires. Et pour ce faire, il va diriger un certain nombre ou coordonner un certain nombre d'actions qui permettront de tendre vers le zéro défaut. Alors le zéro défaut n'existe pas nécessairement tout le temps, mais on va en parler de tout ça aussi, parce que c'est aussi ce qui fait parfois le côté historique de la chose. Mais finalement, si je résume un peu bêtement les choses, c'est un métier d'événementiel. De prime abord, ça se rapproche de ça dans les métiers de la com. Alors c'est effectivement un métier où la part événementielle est extrêmement importante, mais il faut prendre en compte justement toutes les contraintes protocolaires qui vont venir se greffer sur l'événement. Alors pour faire court et pour faire simple, pour que tout le monde comprenne bien, nous sommes bientôt le 14 juillet. Il va y avoir évidemment des commémorations. Qui dit commémoration dit des huiles, des VIP, présidents, des politiques, des gens du monde entier, et puis aussi des gens comme toi et moi, des citoyens. Et qui s'occupe de ça à la ville de Paris ? Eh ben c'est toi. Alors, presque, dans le sens où le 14 juillet, c'est quand même un événement très particulier, jour de fête nationale qui n'est nationale que depuis une loi de 1880. D'ailleurs, ça ne date pas du lendemain de la Révolution française, mais la loi qui a institué le 14 juillet comme fête nationale, c'est une loi de 1880. Et ce jour-là, ce sont les armées qui sont à l'honneur. Donc, la partie défilé, c'est le gouverneur militaire de Paris qui l'organise, en lien avec la présidence de la République pour la thématique que le président souhaite donner à ce défilé. Et le protocole de la ville, lui, va intervenir à quelques niveaux bien moindres. En l'occurrence, c'est l'accueil des élus parisiens en tribune officielle et de veiller au placement protocolaire à la fois de la maire et des élus parisiens. Tu es en train, parce que tu es quelqu'un de humble, de dire que tu n'en fais pas tant que ça, mais c'est quand même extrêmement compliqué, sachez-le. Il y a plein d'autres choses que tu fais, les commémorations du 11 novembre, pour prendre toujours les choses historiques, les faits historiques, et Dieu sait si l'histoire nous plaise à toi et moi, mais tu vas aussi t'occuper des JO de Paris, entre autres. Alors, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le protocole de la ville va forcément être extrêmement impliqué. On est très très impatient d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet. Les choses sont en train de se préparer. Nous sommes prêts à aborder cette période qu'on va vivre à la fois en tant que citoyen parisien, mais également en tant qu'acteur d'un certain nombre d'événements. Je pense que ça va être palpitant. En tout cas, les équipes sont très très motivées sur le sujet. Alors j'imagine qu'il y a aussi, au-delà de la motivation, une énorme pression. On va pas se mentir, Laurent. Le monde entier aura les yeux braqués sur Paris. Je sais qu'on peut aussi nous attendre au tournant parce que Paris peut être aussi bien adoré que détesté. Donc on va faire en sorte que pour cette période-là, Paris ne soit qu'adoré. Alors écoute, on croise les doigts parce que tu sais bien que notre pays est comme il est, c'est pour ça que c'est le plus beau du monde. Mais il y a parfois un peu quelques frottements et quelques grincements dedans. Et c'est à toi que ça va te retomber, non pas dessus, mais tu dois faire avec parce que ton métier, c'est un métier d'anticipation de tous les emmerdes possibles et imaginables. Pardon de dire ça ainsi, mais on n'est pas loin de la vérité. Compte tenu des enjeux qui sont effectivement présentés, on doit faire face à de nombreux aléas.
forcément. Et ça fait partie, je dirais, de la fonction protocole. On doit être en capacité de s'adapter, d'inventer dans l'urgence, d'innover, de reprendre des éléments qui étaient pourtant arrêtés et de les revoir complètement en dernière minute. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Le premier, extrêmement récent. On inaugurait le quai Valéry Giscard d'Estaing le 9 mai dernier. Toute la nuit, il est tombé des cordes, vraiment un gros déluge sur Paris, qui continuait le matin. Il a fallu qu'en arrivant sur place, je revoie complètement l'agencement de la cérémonie pour protéger au maximum les invités présents. Alors, quand des intempéries arrivent comme ça, quand une mauvaise surprise arrive de la sorte, comment tu fais? Parce que tu dois te dire, mais mon Dieu, faut que je revoie tout, j'ai très peu de temps pour le faire. Tu dois avoir le palpitant qui est à 200 à l'heure. Tu as une équipe, on va en parler évidemment après, tu es pas tout seul. Mais comment tu fais, Laurent? Tu as l'habitude aussi, certes, mais ça doit être extrêmement stressant. Alors, c'est effectivement stressant, mais ce stress, il faut absolument apprendre à le gérer. Et là, c'est peut-être aussi les presque 30 années d'expérience qui jouent. J'ai réfléchi une partie de la nuit à la façon dont on pouvait faire les choses. Le lendemain matin, j'avais ma solution en tête. Et les équipes sur place étant extrêmement réactives et extrêmement bienveillantes, m'ont suivi. De fait, quand je leur ai dit... On n'est plus dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur, et il va falloir tout revoir rapidement. Et ça a été revu en combien de temps, ça? En une demi-heure de temps. Ok, donc des super professionnels, ça, on n'en doute absolument pas. Quand tu dis ce genre de choses-là, alors tu as 30 ans de métier aussi, hein, donc tout le monde te connaît, mais quand tu en arrives à dire, c'est plus dans le sens de la longueur, mais de la largeur ou l'inverse, comment c'est pris tout ça? Est-ce que tu as des gens qui disent « Oh là là, on va se taper un méga déménagement, oh il est chiant », ou au contraire « Oui, il a raison parce qu'il faut aller vite, puis on n'a pas le choix ». La première réaction, c'est « Oh, il est chiant !» Mais avec le sourire, et c'est ça qui est génial, c'est que on le sait, on a des métiers qui sont stressants, qui sont placés sous pression, et les couverts de cocotte minute peuvent rapidement exploser. Donc, on sait qu'on va tous dans le même sens et qu'on travaille tous dans la même direction. Il faut y aller. Ce qui fait que quand quelqu'un prend une décision et qu'il a l'autorité pour prendre cette décision, eh bien, tout le monde suit derrière. Ce qui veut dire que ta légitimité, elle est là depuis 30 ans. Peut-être pas depuis 30 ans, parce qu'au début, j'avais tendance à bien rougir et à avoir des grosses gouttes de sueur qui perlaient sur le front. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas, effectivement. Et je mets aussi la main à la pâte. C'est-à-dire que quand il faut aider les aménageurs à installer des rangs de chaises, voilà, je pose ma veste et je les aide. Donc tu mouilles le maillot. Ah, complètement. Félicitations à toi. Dans ce genre de cérémonies, qui sont finalement des grands événements, je dis ça en fonction du métier de la communication, des métiers de la communication et de l'événementiel, c'est qui un petit peu les profils? Parce que ça dépend de l'événement, tu vas me dire bien évidemment, mais quoi, tu as des chefs de projet, tu as des déménageurs, tu as des électriciens, comment ça se passe? Tiens, par exemple, pour VGE, donc Valéry Giscard d'Estaing, le 9 mai dernier, c'était quoi les différents corps de métier? Alors, j'avais un chef de projet, j'avais des aménageurs et puis des techniciens son pour veiller à ce que la sonorisation mise en place pour le public soit opérationnelle, pour que les micros au pupitre pour les prises de parole soient opérationnels et qu'ils soient ouverts au bon et fermés au bon moment. On avait la présence également de la musique de la garde républicaine qui a interprété l'hymne européen. Là aussi, il fallait, sous la pluie, faire en sorte que les instruments soient quand même un petit peu protégés. Donc, on les a installés vraiment au dernier moment. J'ai aussi une magnifique équipe de fleuristes qui nous font des aménagements floraux absolument incroyables, et en fonction de la thématique, ils ont toujours le petit clin d'œil qui va bien. Je me souviens par exemple de l'inauguration de la place Juliette Gréco. Dans la composition florale, on avait un petit mannequin avec une robe noire qui symbolisait la traditionnelle tenue de Juliette Gréco. On a rendu un hommage à Marcel Proust. La composition florale était incrustée dans un cadran de vieille horloge, le temps qui passe. À chaque fois, ils ont ce petit geste, cette petite création qui fait qu'on comprend tout de suite qu'il y a eu une réflexion autour de l'aménagement floral. Donc, l'improvisation, on n'y pense même pas. On n'y pense pas, même s'il faut savoir se réadapter en cours de route. Là aussi, il m'est arrivé, et en plus c'était au tout début de ma carrière, on commémorait le 50e anniversaire du débarquement de Provence, donc on remonte 30 ans en arrière.
Et la commémoration était faite d'un spectacle avec différentes séquences qui se succédaient. Et le Premier ministre de l'époque me fait signe à un moment donné de m'approcher de lui en me disant « Il fait très chaud, c'est trop long, il faut trouver une solution pour raccourcir ». Alors que l'événement est déjà lancé, que tout est en cours. Et là, il faut que vous alliez voir le metteur en scène de l'événement pour lui dire « On coupe, on superpose, on annule. En tout cas, il faut que ce soit plus court ». Alors, c'était en début de carrière, je le rappelle, il y a 30 ans. J'imagine que tu as dû un tout petit peu rougir quand tu allais voir monsieur le metteur en scène. Oui, alors là aussi, ce sont des préparations qui sont de très long terme. Donc, on avait beaucoup travaillé ensemble, on se connaissait bien. Donc, le contact était aussi privilégié. Et de toute façon, quand on dit au metteur en scène, le Premier ministre veut que ça se passe plus vite parce qu'on a des anciens qui commencent à avoir des petits malaises. On a des militaires qui sont au garde à vous depuis trop longtemps et ça peut pas durer. Donc, on voit des soldats sortir de la mer et la séquence suivante sont des parachutistes qui tombent de leur avion. On superpose les deux séquences et ça nous fait gagner 5 minutes. Cette adaptation permanente, j'imagine que ça fait partie du charme du métier. Ou pas? En fait, je vais avoir une réponse un peu ambiguë. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, c'est plus compliqué. Quand il s'agit de reconfigurer quelque chose pour que ça facilite le déroulement, pour que la fluidité soit vraiment avérée, c'est intéressant, effectivement. Il y a une petite poussée d'adrénaline, mais c'est cette adrénaline finalement qui sert de moteur à l'action. En revanche, quand vous annoncez le discours de quelqu'un qui au final vous regarde avec des yeux très en colère en vous disant « non, je ne parlerai pas », et avec les gestes qui se joignent à la parole, il faut retomber très rapidement sur vos pieds et montrer que vous n'êtes pas déstabilisé. Et alors, comment tu fais dans ces cas-là? On passe à la séquence suivante sans transition. C'est comme ça qu'on dit. Ok, donc finalement, tu zappes totalement la chose. Parce que qui dit protocole dit souvent politique, dit forcément égo. On va pas non plus se mentir. Comment tu gères tout ça? Parce que le protocole, c'est pas... allez, on va prendre l'histoire d'un plan de table dans un mariage. Ça fait partie d'un certain protocole. Bon, sauf que là, c'est le niveau international. Pour toi, c'est le niveau supérieur de la compétition. C'est la Ligue des champions, si je puis dire. C'est préparé longtemps à l'avance, j'imagine. Là encore, pas d'impro, hein? Alors, sur un placement protocolaire, en tribune, par exemple, ou sur une cérémonie, on va essayer d'appliquer le protocole au sens strict du terme, avec le texte qui est en vigueur et qui est un décret. Parfois, la tradition locale fera qu'on aménage peut-être un peu les choses, mais en tout cas, l'esprit du protocole sera respecté. Sur un plan de table, pour un déjeuner ou un dîner officiel, on va appliquer les règles protocolaires, bien sûr, mais on va éviter de mettre face à face ou côte à côte deux personnes qui ne peuvent vraiment pas se sentir, parce que ce qui peut être accepté dans une tribune ou au cours d'une cérémonie, il n'y a pas de souci. Autour d'une table, l'idée c'est quand même que le repas se passe du mieux du monde et qu'on évite d'avoir des regards de travers tout au long du repas. On évite les incidents diplomatiques. Absolument. Laurent, est-ce que tu peux s'il te plaît nous donner le plus gros événement sur lequel tu es travaillé, on va dire à la ville de Paris, et puis nous dire avec combien de personnel tu travailles, parce que là c'est vraiment du très 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 lourd. On est dans la Ligue des champions. Allez, dis-nous tout, et puis si tu peux nous donner des anecdotes croustillantes sur ton métier aussi, on est tous très preneurs. C'est difficile à dire parce qu'en fait chaque événement est tellement différent et un petit événement peut générer énormément de travail alors qu'un grand finalement nécessitera moins d'heures de travail. La commémoration de la libération de Paris est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui mobilise beaucoup de monde parce que c'est sur plusieurs jours et plusieurs événements. Et là, j'ai plusieurs chefs de projet qui s'occupent chacun d'une séquence liée à la libération de Paris. Les équipes de techniciens qui dépendent d'une autre direction, mais qui sont régulièrement en contact avec nous, qui sont très très impliqués également. Nos fleuristes que j'évoquais tout à l'heure, naturellement aussi. Des comédiens qui vont intervenir et que je vais faire répéter, travailler. Et puis, sur l'événement principal qui se déroule sur le parvis, là, il y a une très grosse préparation de ma part puisque je suis censé présenter le contenu pour validation à l'adjointe à la maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant et au cabinet de la maire. Donc chaque année, courant février-mars, je donne des orientations qui me sont validées ou pas et à moi de mettre en musique tout cela. Donc c'est un travail de recherche littéraire, iconographique, musicale.
et de créer ensuite le séquencement pour que ce soit le plus fluide possible et que ça raconte une histoire. Mais dans ces cas-là, tu es un véritable chef d'orchestre et un véritable metteur en scène. Alors, je n'irai pas jusqu'à metteur en scène, je n'aurai pas cette prétention, mais c'est vrai que c'est de l'écriture. Voilà, c'est de l'écriture pour faire en sorte que les textes qui vont succéder soient logiques, que les musiques qui vont être utilisées pour illustrer tel ou tel propos correspondent bien à ce qu'on veut faire ressentir aux gens, et qu'on leur donne aussi surtout l'idée d'aller plus loin pour approfondir les connaissances qu'ils auront pu acquérir, ou en tout cas susciter l'intérêt sur la période pour qu'ils aillent lire d'autres choses derrière. Donc ça veut dire que tu fais un véritable script. C'est un script, oui, absolument. Et ça prend combien de temps, par exemple, ça ? Sur le 25 août de cette année, par exemple, j'y suis depuis, février-mars. Ah, ok. Donc, en plus de toutes les missions qui sont les miennes aujourd'hui. En plus du reste, évidemment. En plus du reste, absolument. Et puis, ce qui va te tomber dessus l'année prochaine, que tu prépares déjà. Mais c'est un travail qui est, entre guillemets, monstrueux. Alors, je sais que tu es féru d'histoire. Il vaut mieux dans ton métier, en tout cas ici à la ville de Paris. Mais comment fais-tu ? Très concrètement, Laurent, parce que entre tout ce que tu gères, ce que tu vas devoir gérer avec les JO, et on va en parler bien évidemment, plus ça, mais il y a de quoi devenir, pardonne-moi, un peu zinzin. Comme je le suis au départ, c'est pas très grave. Non, je crois que le mot-clé de tout ça, c'est passion. Ah oui, on est d'accord, mais à ce point-là, quand même, les journées n'ont que 24 heures. Tu arrives à avoir une vie perso quand même ? Ah oui. J'arrive à sortir, à voir mes amis. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, j'ose dire que je connais plutôt bien l'histoire de Paris et l'histoire contemporaine, ce qui fait que, grosso modo, je sais où aller chercher et où j'ai envie d'aller. Et après, c'est à moi d'être convaincant par rapport aux élus que je rencontre pour leur proposer ce que j'ai trouvé. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. Ils ont toujours validé ce que je leur proposais, mais avec des ajouts de leur part aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans la construction. On est dans la proposition qui est nourrie par leurs propres envies, et c'est là où peut-être on pourrait dire que c'est un peu de communication parce que y a des messages à faire passer à travers la commémoration. Alors je te trouve un petit peu trop humble, c'est véritablement de la communication, Laurent, c'est pas simplement de la technique que tu fais, en tout cas tu ne chapeautes pas, t'es pas une sorte de super régisseur. Ça va beaucoup plus loin que ça, tu viens de nous le dire à l'instant même. Quelqu'un qui va scripter une cérémonie, et on n'est pas sur la cérémonie du départ de Sylvie qui a 40 ans de métier. C'est fantastique, évidemment, mais là, c'est un tout autre niveau. Permets-moi de te dire que c'est vraiment de la com. C'est un métier qui, je trouvais passionnant, peu connu, parce que tu as de la communication, confère ce qu'on vient de se dire à l'instant même, mais tu as également aussi quelque part du relationnel avec des politiques. Absolument. Comment tu gères ça ? Je parle pas de l'humain parce que il y a des gens avec lesquels on s'entend mieux que d'autres, mais est-ce que tu te dois à un moment de dire j'ai envie de tourner ma langue, mais je vais la tourner cette fois avant de dire une connerie, ou est-ce qu'à l'inverse, les gens te font plutôt confiance parce que tu es là depuis un certain temps et puis qu'ils savent que tu es un véritable professionnel ? En fait, tout est question d'assertivité. Alors c'est un mot qui est un petit peu à la mode depuis quelques années, mais j'y crois vraiment fortement. Plus on se sent à l'aise dans ses fonctions, plus on maîtrise son sujet, plus on fait preuve de cette assertivité qui fait que les gens qui sont en face de nous reconnaissent comme un professionnel. Et par conséquent, ils vont avoir tendance à nous suivre ou à nous écouter quand on leur dit Monsieur le ministre, faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière, une galipette sur le côté, et puis ensuite je vous présenterai un tel et un tel. Et parce qu'ils savent qu'on est le référent sur la cérémonie et que par conséquent on est censé savoir les tenants et aboutissants, ils nous suivent presque aveuglément. Allez, parle-moi d'Édouard Balladur, s'il te plaît. Ah, mais ça a été assez génial. Effectivement, quand Édouard Balladur était Premier ministre, probablement que son entourage lui avait dit qui j'étais et quelle fonction j'occupais à l'époque au ministère des Anciens Combattants. Et quand il arrivait sur une cérémonie, qu'il descendait de voiture, il me voyait et donc, d'une certaine façon, ça devait le rassurer parce qu'il me disait « dites-moi ce que j'ai à faire et comment ça doit se passer ». Et ça, c'est assez fantastique. Après, il y a eu d'autres expériences où un autre ministre, mais là je tairai son nom, qui m'a dit je suis ministre, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Oui, donc les égos sont là. Voilà, exactement. Et comme partout ailleurs, dans toutes les fonctions d'ailleurs. Absolument, absolument. Alors si tu nous parles un peu de Mister Protocole que tu es, alors là on est sur quelque chose qui est plus entre guillemets glamour, même si la politique peut être glamour. Allez,
Tom Hanks, s'il te plaît. Mais ça a été une magnifique rencontre, effectivement. Tom Hanks faisait partie d'une délégation des États-Unis à l'occasion d'une commémoration du débarquement de Normandie. Et le ministère dont je dépendais à l'époque m'avait demandé d'être un peu le Sherpa de Tom Hanks, parce qu'il avait participé à un certain nombre de cérémonies et il était très anxieux de bien faire, justement. Et je m'étais entretenu avec ses collaborateurs au préalable, et le matin du départ en Normandie arrive, donc on me présente à lui, je me présente également, et donc toute la journée il m'a appelé Mr. Protocol. Et ce que j'ai trouvé vraiment remarquable chez lui, c'est que toutes les personnes qu'il a croisées, qui l'ont rencontré, qui lui ont demandé d'être pris en photo, etc., il a vraiment joué le jeu. Il a été adorable, d'une simplicité, d'une humilité par rapport aux événements. Et alors, naturellement, je rêvais aussi d'être pris en photo avec lui, mais étant en fonction, il était hors de question que je lui dise « et moi ?» Ça aurait été complètement absurde et surtout pas professionnel du tout. Et à la fin de la journée, au moment où on s'est quitté, c'est lui qui m'a dit « mais au fait, Mr. Protocol, on n'a pas été pris en photo ensemble, moi je veux une photo avec vous ». Et du coup, j'ai eu ma photo avec Tom Hanks. Ça ne m'étonne pas de lui, bizarrement, parce que ça a l'air d'être un homme absolument charmant quand on le voit en interview, et on n'est pas dans le chiquet. Justement, il ne joue pas un rôle. Hein. Non, effectivement, et c'est ça qui est intéressant, en fait, quand on est au cœur de ces événements, au cœur de ces manifestations, on peut parfois aussi déceler la vraie nature des gens. Et on va voir ceux qui sont très impatients, ceux qui vont faire attention à tout un tas de choses, qui vont être très vigilants à tout un tas d'éléments, et puis ceux qui vont l'être également, mais avec le sourire. Et les Américains sont très très forts pour ça, pour avoir ce côté très abordable. En tout cas, la plupart des grands acteurs. En général, les grands sont toujours très abordables, on te donne l'impression de l'être. T'es d'accord avec moi, Laurent ? Oui, et en fait, le problème, je dirais que ce sont plutôt les entourages. Moi, je fais très très attention quand on me dit, par exemple, le président veut que, la ministre a dit que, ok, mais si je peux avoir vraiment confirmation, j'essaye de l'avoir. Justement, tous ces intermédiaires que tu as avec ces grands de ce monde, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient politiques, entre autres, c'est pas eux finalement qui mettent un peu des grains de sable dans la... Non, parce qu'encore une fois, globalement, l'idée, c'est quand même que tout se passe bien. C'est l'image d'une ville, d'un département, d'une région, d'un pays qui sont en jeu. Et tout incident, tout grain de sable qui viendrait gripper la machine serait préjudiciable. Et préjudiciable à tout le monde. Donc, autant que faire se peut, on essaye quand même de s'écouter les uns les autres. Et puis... c'est aussi de la bonne intelligence, c'est-à-dire que sur certains points, on va céder du terrain au profit de notre interlocuteur, et puis 2 mois plus tard, on lui dira au fait, la fois dernière, je t'ai fait la part belle, mais retour d'ascenseur aujourd'hui. Oui, c'est une sorte de négociation quelque part. Exactement. Et de la bonne intelligence. Et de bonne intelligence. Ok, parlons un peu des JO. Dans un an, tu vas vraiment être encore plus sur le pont qu'à l'habitude, parce qu'il y a aussi tout le reste, hein, rappelons-le, Laurent. Courage par avance. Merci. Au 1er janvier 2024, je penserai très très fort à toi. C'est gentil. Les JO, il y a combien de cérémonies sur Paris ? Combien de cérémonies tu vas superviser ou tu vas avoir à mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire ? C'est impossible à dire aujourd'hui. Ah oui, carrément. En fait, on est à 400 jours des JO, grosso modo. Tout est en cours de préparation, et en fait... on pourrait se dire, mais ils seront jamais prêts, on est très en retard. Pas du tout. C'est le cycle logique de toute préparation à un événement interplanétaire, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais il ne faut pas oublier que 3 semaines plus tard, on a les Paralympiques, et il faut qu'ils soient traités exactement de la même façon. Tout à fait d'accord, mea culpa, absolument. J'y tiens, et c'est un message que je fais passer vraiment dès que je peux. Donc aujourd'hui, on est dans une planification, avec naturellement le Paris 2024, et puis notre délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques à la ville de Paris. On a le calendrier qui est en train de se mettre en place, mais avec tout un tas de propositions qui sont en cours de validation. Et ça veut dire que dans pas très longtemps, je ne veux pas donner de délai pour ne donner de pression à personne, mais dans pas très longtemps, on aura un calendrier qui se profile, parce que
Bien sûr, il va y avoir la période active des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais il va y avoir aussi l'avant, l'entre-deux et l'après. Et on a par exemple des délégations étrangères qui vont venir en amont pour repérer les lieux, pour vérifier leurs hébergements, les trajets, etc. Et on aura à les accueillir, on aura à leur montrer comment tout cela va se dérouler, et tout ça va se passer dans les 2 mois qui précèdent le lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, quelque temps avant, c'est pas la peine de venir 6 mois ou 1 an avant, parce que les choses sont peut-être pas nécessairement prêtes, comme tu le disais, mais elles le seront le jour J. Oui, et dès aujourd'hui, d'ailleurs, on a, et on en a eu déjà au cours du premier et du deuxième trimestre 2023, on a eu des délégations liées aux Jeux Olympiques qui sont venues nous voir à Paris pour repérer les salons, pour repérer un certain nombre de lieux où des événements pourraient se passer, des lieux municipaux. Et qui dit lieux municipaux dit probablement intervention du protocole à un moment donné. Mais encore une fois, le protocole sera impliqué, mais ce sont vraiment tous les services de la ville qui vont être impliqués, qui vont être mobilisés pendant une durée qui dépasse largement celle des Jeux Olympiques. Et ça, je veux vraiment dire combien tous les fonctionnaires de la ville et contractuels et tous ceux qui travaillent pour la ville se sentent pleinement concernés par cet événement, parce que qu'on soit sportif ou qu'on ne le soit pas, c'est un événement qu'on a envie de vivre pour la liesse que ça va créer, pour l'image que ça va donner. Paris va être sous les feux des projecteurs pendant 2 mois. Ça va être extraordinaire. C'est aussi une pression ou une excitation selon toi ? À ce stade, on est sur la pression. L'excitation viendra un peu plus tard, je pense. Mais là, on est sur la pression. Elle est difficile à vivre, cette pression, au quotidien, 1 an avant, 400 jours avant, comme tu le disais, ou allez, finalement, avec ton expérience de 30 ans, tu te dis, bon, j'y arrive, mais... C'est difficile à dire, parce que il ne faut surtout pas que moi j'apparaisse stressé ou tendu par rapport à mes équipes. J'ai vécu ça dans le passé avec certains chefs au-dessus de moi qui ne savaient que faire de leur stress et le balancer sur les autres. Moi, j'essaye au contraire de contrôler au maximum mon stress pour justement ne pas le passer sur les autres. Et donc, à 400 jours du début des Jeux Olympiques, je ne suis pas spécialement stressé par le fait que tout ne soit pas calé. Je sais que c'est normal par rapport à une organisation telle que celle-ci. Je suis un peu tendu parce que je me dis, est-ce qu'on sera à la hauteur ? Est-ce qu'on va réussir les missions qui vont nous être confiées ? C'est plus dans cet esprit-là, dans ce questionnement-là que je m'inquiète, mais c'est une inquiétude toute relative encore une fois. Laurent, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut travailler dans les métiers de l'événementiel ou du protocole, qui est jeune ou moins jeune, peu importe ? Avoir beaucoup de bon sens et puis être curieux, très curieux. Il faut être capable de creuser tout ce qu'on peut nous demander pour en sortir le meilleur. Parce que parfois on nous commande des événements dont la thématique ne nous emballe pas forcément. Et au final, on se rend compte que c'est dans l'élaboration de l'événement, dans son déroulement et dans le ressenti du public qu'on va y trouver notre bonheur. Et en fait, quand on est dans l'événementiel, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, j'essaye toujours de me mettre à la place de celui qui va assister à l'événement, en me disant, tiens, si je fais ça, si je pense à ça, est-ce que je serais content, est-ce que je serais heureux d'assister à ça, est-ce que ça me toucherait, est-ce que ça m'émeuverait ? Voilà, c'est... avoir la capacité de se mettre à la place des gens qui vont assister à un événement et de se dire, est-ce que ça m'a plu ou est-ce que ça m'a pas plu ? Donc 30 ans après, tu le fais toujours, ça ? Oui, toujours. Ah, c'est bien. Donc ça veut dire que l'usure du temps n'a pas du tout d'emprise sur toi. Tu n'es pas du tout renfrogné ou quoi que ce soit, non ? C'est toujours le vrai plaisir. En fait, j'aime énormément ce que je fais. Mon travail compte beaucoup pour moi. J'y passe beaucoup de temps, même si j'arrive à avoir une vie privée, comme je te le disais tout à l'heure. Mais je suis un véritable passionné. Et dès que j'ai le sentiment de pouvoir partager cette passion, je le fais. Mais alors justement, je te pose la question qui tue. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, justement ? Regarder la réaction des gens. L'année dernière, pour le 25 août, il se trouve que 3 ou 4 jours avant la commémoration principale,
un des comédiens qui devait intervenir m'annonce qu'il a le Covid et que du coup il ne pourra pas être là. En 3 jours de temps, au mois d'août, trouver un comédien de remplacement avec les festivals d'été qui se déroulent, les répétitions des pièces qui commencent à la rentrée. Je n'avais personne. J'ai remplacé le comédien. Et je me suis retrouvé avec deux autres comédiens tout à fait professionnels et chevronnés à l'exercice. Et alors quand je suis monté sur la petite estrade aux côtés des 2 autres pour commencer à lire les textes qui étaient prévus, j'ai vu dans quelques regards du public la surprise. Et en fait, ce qui m'a été dit après la cérémonie m'a touché énormément parce que au fur et à mesure que les lectures se faisaient, je voyais dans les yeux du premier rang, du deuxième rang et des gens que je connaissais, le fait que ma présence sur cette estrade n'était pas saugrenue du tout. Et j'ai ressenti à ce moment-là beaucoup de fierté parce que finalement, c'est qu'ils ressentaient bien les textes qu'on proposait, c'est qu'ils acceptaient tout à fait la lecture qu'on en faisait et du coup que l'événement était réussi. Et qui te renvoyait de l'amour. Oui, absolument. Oui, de l'amour, de l'affection, de l'amitié. En tout cas, ce jour-là, on a pris, les 2 comédiens qui étaient avec moi, on a pris beaucoup d'énergie positive des gens qui étaient en face de nous. Tu as dû avoir extrêmement peur quand tu es monté sur scène. C'est le trac, qui est une belle énergie aussi. Absolument. Et si tu n'en as pas, c'est que tu n'as pas de talent en général. Mais bon, écoute, Laurent, on va se quitter là-dessus. Parce que ton métier, tu pourras en parler pendant des heures. Il est passionnant. Alors, on n'est pas rentré dans trop de détails parce que je crois qu'il faut expliquer ce que c'est que le protocole sans rentrer dans trop les détails trop techniques parce que sinon tout le monde va s'endormir. Mais sachez-le, l'année prochaine, quand vous regarderez les JO et les JO paralympiques à la télé ou en vrai, sachez que Laurent, sur Paris, sera certainement... il sera dans la boucle ou il aura été dans la boucle. Donc, pensez à lui. Laurent, je te remercie. Merci à toi. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux évidemment. Et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend un homme aussi formidable, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on partage, on commente. S'il vous plaît, allez-y. Tiens, dernière question Laurent. Cette histoire de Star Wars. R2D2 est toujours là. Il m'inspire toujours autant. Et j'avoue que j'ai pu être parfois un petit peu méchant avec C-3PO, qui est quand même le droïde protocolaire. Exactement, qui est chiant comme le puits en général. Alors, il est un peu casse-pied, il est un peu faux cul aussi parfois. Et c'est probablement pour ça que je ne veux pas être traité de droïde protocolaire. Mais moi, avec R2D2, il forme un tandem quand même très attachant. On est bien d'accord. Bon, alors, écoutez, vous n'avez pas entendu Obi-Wan Kenobi, mais on n'est pas loin pas le Yoda non plus quand même du protocole. T'es pas aussi vieux que lui. Et moins vert surtout. Non, je suis un peu rouge aujourd'hui à cause des coups de soleil, mais non, je ne suis pas encore vert, ça va. Il est beaucoup plus grand et beaucoup moins vert, Laurent. Bon, cette fois-ci, c'est le bon 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et merci à toi, Laurent, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.